écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, aujourd'hui avec nous, le professeur Jean-Pierre Riera. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Merci. Alors merci beaucoup. On va dire pourquoi vous êtes là. On va parler aujourd'hui des combattants marocains pendant la guerre mondiale. Et on va pas parler de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle a déjà été évoquée dans des podcasts et surtout parce que vous êtes un spécialiste de la Première Guerre mondiale. Et celle-là, par contre, on est dans un grand trou noir. Puisqu'il y a très peu d'informations, en tout cas qui sont remontées jusqu'à nous, sur la présence des soldats marocains, des combattants marocains dans la Première Guerre mondiale. Et vous avez consacré un livre à ces deux guerres. Hein. C'est un très beau livre qui s'appelle Anna, que vous avez écrit avec Christophe Touron, qui est plein d'informations et plein de photos incroyables, des photos vraiment bouleversantes. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour nous parler de ces gens-là. Bienvenue à vous. Merci. Alors, cette Première Guerre mondiale, donc 1914, elle se déclenche dans quel contexte ? Alors pour le Maroc, contexte pour l'Europe, c'est la Première Guerre mondiale avec le déclenchement de la guerre le 3 août, les attaques avec l'Allemagne, ce premier conflit mondial avec les deux camps. Mais c'est ce qu'on connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Maroc va se retrouver dans ce conflit qui au final ne le concerne pas. Alors le Maroc est depuis 1912 donc un jeune protectorat. Donc juste 2 ans avant le déclenchement. Voilà, 2 ans avant. Hein, et donc le Maroc est un jeune protectorat français depuis 1912. Et donc les combattants marocains vont se retrouver lancés dans cette guerre. Mais attention, parce que si on place la signature du protectorat avec Moulay Hafed en 1912, il y avait déjà des soldats de l'IOT étaient débarqués, je pense, à Kazan en 1905 ou 1907. Ouais, 1907, oui. Mais les Français étaient là même bien avant, mais ils étaient dans l'oriental, à partir de l'Algérie. Après, il y a eu Casablanca. Mais si vous voulez, les Français sont là. En 1912, il y a la révolte des soldats du sultan à Fès qui massacrent leurs officiers français qui étaient là pour les former. Mmh. Donc ça, c'est la révolte de Fès en 1912. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs révoltes successives, mais entre autres, il y a cette armée du sultan qui se révolte contre les officiers français. Donc il y a des officiers qui sont massacrés, il y a des Européens qui sont massacrés dans Fès. Une cinquantaine d'Européens qui sont massacrés. Et les Français reprennent la situation en main au bout de quelques jours, mais ça a été très difficile. Et on est dans le contexte des opérations de ce qu'ils appellent de pacification. Oui, voilà, c'est vraiment le tout début. Là, hein. Ouais. C'est vraiment, là, c'est le tout début. C'est même pas de la pacification. Là, c'est de la conquête du Maroc. Hein. Oui, mais déjà, la pacification, il y avait des guillemets dans pacification. Voilà, la pacification, c'est la conquête du Maroc. Mais là, les choses sont vraiment très difficiles pour les Français au Maroc. Alors, l'IOT décide de recréer une armée marocaine qui va être fidèle au protectorat. C'est-à-dire au gouvernement français et au sultan. Moulay Youssef. Voilà. Alors, comme on a absolument besoin de soldats, les soldats qui se sont révoltés à Fès, il y en a qui sont partis dans la campagne, qui ont disparu avec armes et bagages. Il y en a qui ont été arrêtés, qui ont été jugés, qui ont été condamnés à de la prison. Et on va en récupérer environ un tiers, avec laquelle on va faire une nouvelle armée, pas très nombreuse, quelques milliers d'hommes au début, vraiment très peu nombreux, et les Français vont réorganiser cette armée. Voilà. Alors ça s'appelle les TAM, les troupes auxiliaires marocaines. Voilà, ça c'est les soldats à pied, les troupes auxiliaires marocaines, qui vont devenir ensuite les régiments de chasseurs indigènes, les régiments de chasseurs indigènes à pied, et puis les fameux régiments de tirailleurs marocains. D'accord. Pendant la Première Guerre mondiale. Il faut des soldats, donc on récupère ces soldats, dont une grande partie s'est révoltée, on les encadre à nouveau, et puis on recrute de nouveaux soldats. Donc vous voyez, tout ça c'est de bric et de broc, quoi. On bricole. Alors attention, parce que évidemment, au Maroc, il n'y a pas que ces soldats marocains. Il y a plus de 80 000 troupes françaises, donc de l'armée française, qui sont là pour tenir le pays et pour conquérir le pays. Voilà, il y a 80 000 soldats de l'armée de métier française. Et quand la Première Guerre mondiale éclate, Paris
demande à Lyautey de renvoyer la totalité de l'armée d'active, c'est-à-dire les 80 000 soldats français. Alors Lyautey est très inquiet parce qu'il se dit si je renvoie tout le monde, ça va être la révolte généralisée, on va se retrouver poussé vers la mer, coincé dans une ou deux villes et on va perdre le Maroc. Alors il va tout faire, il va renvoyer en fait 50 000 hommes, il en garde une trentaine de milliers d'hommes et avec les soldats marocains du protectorat, il va tenir le pays. C'est ce qu'il appelle la carapace et la langouste. Alors c'est ce qu'il appelle la stratégie de la coquille d'œuf. Voilà. Ah, on renvoie, c'est pareil. Ouais. Voilà, on renvoie une grande partie des soldats d'actifs pour la guerre en Europe et on va faire beaucoup de bruit, on va se montrer dans les campagnes, dans les montagnes. On organise des revues, des parades, on se montre, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Voilà. Pour rappeler aux gens à quel point la situation est tendue, on va rappeler que le 13 novembre 1914, il y a eu la bataille de l'Heri entre les hommes de Mouahammo, donc le chef du Moyen Atlas, la région de Khénifala, et la Verdure, c'est ça, qui s'est soldée par une grosse défaite française. D'où la complexité de la situation, avec un Maroc pas du tout soumis à l'autorité française, et en même temps un appel de troupes en Europe qui va demander les troupes françaises, celles de Lyautey, et des supplétifs, c'est-à-dire ce dont on parle aujourd'hui, ces fameux combattants marocains. Alors, pour revenir un petit mot sur la bataille d'El Heri, c'est un véritable désastre. J'ai quelques chiffres là, il y a quand même 1273 soldats, et sur ces 1273, il y a 590 hommes de troupes qui sont tués. Ce jour-là, sur 43 officiers, il y a 33 officiers qui sont tués. Voilà, donc c'est un véritable désastre. Et Lyautey se demande si on va pouvoir s'en remettre. Et puis en fait, c'est une bataille sans lendemain. Ça n'aura pas de conséquences stratégiques qui va conduire au départ des Français. Voilà. Mais ce qu'on sait pas à Paris, c'est que la situation est très difficile au Maroc. Et pendant la Première Guerre mondiale, les malheureux soldats de l'armée française qui doivent rester au Maroc, ils sont tristes. Parce qu'eux, ils ont le sentiment de ne pas vraiment faire leur travail. Les soldats français veulent absolument, en 14, partir en France. Défendre la patrie. Et ceux qui restent au Maroc, c'est la punition. Et Lyautey, pendant toute la guerre, rappelle à tout le monde, à tous ses visiteurs, que la situation est extrêmement grave au Maroc, extrêmement tendue et extrêmement difficile. Et qu'il s'agit pendant toute la guerre d'une véritable guerre. Il y a la guerre au Maroc, et il y a la guerre en Europe. Et Lyautey aime bien, quand il a des visiteurs qui viennent de France, aux messes des officiers à Rabat, aux messes des officiers français, il y a un mur qui est couvert avec les photos des officiers français tués en opération, en service au Maroc. Et les visiteurs, en général, sont très impressionnés parce qu'ils se rendent compte que c'est extrêmement meurtrier. Oui, Lyautey avait l'obsession de lutter contre la dévalorisation de sa mission parce qu'il est devenu maréchal. Il est devenu maréchal alors qu'il n'a pas combattu, il n'a pas sauvé la patrie dans l'acceptation classique des autres maréchaux français. Et donc il expliquait lui qu'il avait sauvé la patrie en maintenant le Maroc dans son protectorat. Oui, effectivement. Bon, il est ministre de la guerre. Il est ministre de la guerre pendant quelques temps. Bon, ça se passe pas très bien et puis il est très très content de revenir au Maroc. Alors, autre réserve sur la participation de ces combattants, ils suscitent, pour commencer, la méfiance à cause, je cite, de leur instinct de piraterie, qu'on ajoute à cette histoire de révolte de 1912. Donc au début, on est dans la méfiance quand même. On ne sait pas si on va leur faire confiance à ces gens-là. Voilà, alors tant les soldats à pied, ceux qui vont devenir les tirailleurs marocains à partir de 1915, que les spahis, c'est-à-dire les cavaliers. Au début de la guerre, l'état-major français s'en méfie terriblement. Voilà, on n'en veut pas au début de la guerre. Même si on a besoin de soldats, dans les premiers jours de la guerre, on n'en veut pas. Parce qu'ils ont une très mauvaise réputation, due entre autres à cette révolte de Fès, et puis à leurs habitudes de combat entre tribus, de pillage, de... Oui, leur instinct de piraterie. Voilà, leur instinct terminologie officielle que j'ai retrouvée. Alors là, j'ai une petite citation. C'est Paris qui répond à Lyautey, et qui dit « Il y a surtout lieu de ne les laisser livrer à eux-mêmes, ni en marche, ni en station, même en pays ami, en raison de leur instinct de piraterie. » Voilà. Au Maroc, ces hommes sont sujets par tradition à se livrer à des hécatombes de gens paisibles, au viol, au pillage, même parmi les tribus alliées. Voilà. Et Lyautey, effectivement, insiste. Il insiste lourdement auprès de Paris
pour envoyer des soldats marocains en France. Et finalement, évidemment, les autorités françaises qui ont besoin du plus d'hommes possible dès le début de la guerre, août et surtout septembre 14, pour essayer de repousser les Allemands, disent envoyez-les quand même, on va bien voir ce que ça va donner, il va falloir les surveiller de près, et très rapidement, les autorités françaises se rendent compte de la qualité de ces hommes, de la grande qualité de ces hommes. Et au passage, un peu plus tard dans la guerre, Lyautey regrette un petit peu parce que il est conscient que ces soldats ont été utilisés partout, sur tous les fronts, à toutes les sauces. À toutes les sauces, c'est le mot. Il regrette un petit peu d'en avoir envoyé autant et de cette façon-là, parce que il considère qu'ils ont été, c'est pas de la chair à canon, c'est pas du tout ça, mais il considère qu'ils ont été exploités et surexploités. Les premières troupes partent, déjà il faut arriver, il y a un double, dans votre livre, vous décrivez un double dépaysement, il y a des gens qui prennent le bateau pour la première fois, la totalité je pense, et qui tombent malades dans le bateau. Il y a deux personnes qui meurent, qui tombent du train. Oui, ça donc, c'est le choc de la modernité. Voilà. Et tout est difficile. L'embarquement dans les ports, alors il y a tout un tas de problèmes de ponts, de trucs assez cocasses. Le port de Casablanca n'existe pas encore, ou très peu. C'est vraiment embryonnaire. Donc il y a ces grosses barques, il y a les bateaux qui attendent au large, il y a la barre à franchir. On ne sait pas trop quand le bateau va arriver. Alors il y a les soldats, les chevaux, etc., qui montent dans les barques, donc c'est un boulot considérable. Les grosses barcasses appareillent, et puis il y a les bateaux au large, mais de temps en temps ils sont pas là, donc il faut attendre. On ramène les soldats à terre. C'est la grande pagaille. C'est la grande pagaille, Alors et ils finissent par arriver, participer au combat, c'est bien ça ? Oui. Alors on parle de combien de personnes là dans un premier temps ? Alors au départ, il y a donc environ 4000 soldats marocains qui vont débarquer au mois d'août 1914 en France, principalement à Bordeaux, 4200, environ 4200 de tirailleurs marocains, et il y a 1 millier de cavaliers. 1 millier de cavaliers. Donc, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est quand même des effectifs extrêmement limités. Oui. Je le précise, la participation numérique du Maroc dans la Première Guerre mondiale, elle reste très très limitée. Environ 40 000 hommes sur la totalité de la guerre, dont environ 30 000 vont se rendre en France, vont aller combattre en France. Le reste va mettre en perspective avec le chiffre de 600 000 personnes des colonies. Des troupes coloniales. Donc c'est un tout petit, c'est quand même un tout petit effectif, mais il ne faut pas oublier, comme on le disait tout à l'heure, que la situation du Maroc est très particulière, puisqu'il y a encore cette guerre à l'intérieur, il y a cette pacification qui est une véritable conquête du pays, et que le Maroc est protectorat depuis 2 ans, depuis 1912. Puis il ne faut pas oublier aussi que l'Allemagne proteste parce qu'officiellement le Maroc est neutre, ne participe pas à la guerre. Donc on ne parle pas de régiment marocain, mais indigène, c'est ça ? C'est pour ça qu'il y a cette appellation de régiment de chasseurs indigènes à pied et régiment de chasseurs indigènes à cheval. Et à partir de janvier 1915, quand le Maroc a officiellement déclaré la guerre à l'Allemagne, ils vont devenir les tirailleurs marocains et les spahis marocains. C'est à ce moment-là qu'on va voir des lettres de Moulay Youssef, lues dans les mosquées, pour prendre officiellement Fetekho pour la France, c'est bien ça ? Fetekho, pour la France. Oui, pour prendre le parti de la France et appeler les Marocains à se ranger aux côtés de la France. Alors, ces combattants vont subir des pertes très lourdes. J'ai un petit extrait là, et on sent dans cette littérature tout l'esprit colonial de l'époque qui, aujourd'hui, quand on le relit, pique un peu les yeux. Oui, il y a des pertes, de toute façon, il y a des pertes considérables dès le début. Alors, ils sont lancés, comme partout, comme partout, comme pendant toute la guerre, ils sont lancés dès le début dans des combats extrêmement violents. Ils arrivent en août 1914, début septembre. Le 5 septembre, ils participent à la bataille de la Marne. Les tirailleurs marocains sont jetés dans la bataille de la Marne pour essayer d'arrêter. La Marne, c'est la contre-attaque française sur la Marne. C'est les taxis. C'est entre autres les taxis. C'est la contre-attaque qui va surprendre les Allemands et qui va les contraindre à reculer, alors que les Allemands pensent avoir gagné la partie. Et puis il y a cette contre-attaque qui les surprend et qui les repousse et qui d'un certain côté est catastrophique, puisqu'elle va faire que la guerre va durer, alors que les Allemands
aurait gagné, quoi. Voilà, sans la contre-attaque. Alors les Marocains sont lancés là-dedans avec des combats extrêmement durs et des pertes très lourdes. C'est. J'ai une phrase là. Le colonel a fait ce matin le relevé des pertes subies par les Marocains depuis le début des hostilités jusqu'au 31 décembre 1914. Elles s'élèvent en chiffres ronds, tant tués, blessés ou disparus à 2300 hommes. L'effectif au départ ayant été de 4500 hommes, le pourcentage est assez joli. Ça apprécierait le choix du terme. C'est terrible. Ils s'inquiètent de ces pertes. Ils s'inquiètent de ces pertes qui sont très lourdes, bien sûr, mais qui sont très lourdes comme pour tous les soldats, comme pour tous les effectifs qui sont engagés dans la guerre. Au niveau psychologique, bien sûr, mais au niveau psychologique, la guerre est évidemment une absurdité dans toutes ses dimensions, mais vu par nous aujourd'hui, au XXIe siècle, ça a l'air encore plus absurde de voir ces gens participer à un conflit dont ils ne comprennent ni de près ni de loin concernés. C'est-à-dire qu'un soldat français défende la Marne ou Verdun ou l'Alsace-Lorraine, ça tombe sous le sens. Qu'un Marocain prenne un train, un bateau, son cheval, un âne pour aller guerroyer à Verdun dans une espèce de bourbier qui est pour lui une nouveauté à tous les niveaux, ça a quelque chose d'une absurdité, j'ai envie de dire, violente pour nous. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est sûr que pour ces gens, ils se retrouvent... ils se retrouvent lancés là-dedans sans savoir pourquoi, sans savoir trop comment, ni pourquoi. Bien sûr, ils ne comprennent pas grand-chose à cette guerre. Par contre, très vite, ils se distinguent par leur bravoure. Oui. Alors, j'ai une phrase là du sous-lieutenant Alphonse Join, qu'il décrit les chasseurs indigènes. Alors je cite, c'est une espèce d'homme hors des lois communes, aimant la fête entre les dangers, ému par un vague mysticisme, en les voyant passer dans leur uniforme d'été kaki, les chlouh, portant de longs cheveux, signe de courage, chacun se demandait ce qu'ils représentaient et surtout ce que signifiaient les syllabes gutturales du chant étrange qu'ils entonnaient dans leur marche. Voilà. Les Français sont... il y a un contact entre les Français et ces soldats qui viennent du Maroc. Les Français connaissent peu, ils ne savent pas à quoi ressemble un Marocain, ils sont extrêmement surpris. Alors il y a une curiosité mutuelle, qui est... les soldats qui les voient débarquer à Bordeaux sur les bords de la Garonne, là dans leur campement, ils sont tout à fait surpris de ce genre de soldats, comme ce sera d'ailleurs au passage le cas pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, avec les goumiers. Les Américains, les Anglais n'en croient pas leurs yeux de voir ces soldats... ces paysans en djellaba qui vont se révéler de redoutables combattants. Cette arrivée d'une quarantaine de milliers de Marocains en France, ça a été l'occasion pour ces Marocains de découvrir l'Europe et pour les Européens de découvrir les Marocains. Et ça a donné lieu, j'imagine, à des contacts assez surprenants, beaucoup de surprises des deux côtés, parce qu'on est bien avant les voyages de masse et les vacances au Club Med et les travailleurs immigrés. Donc, j'imagine qu'il y a là-dessus une littérature intéressante, non ? Oui, il y a des choses intéressantes à dire, bien sûr. Oui. Alors, c'est une aventure extraordinaire pour ces hommes qui souvent ne sont pas sortis de l'intérieur du Maroc, des montagnes ou des plaines agricoles. Donc ils découvrent un autre pays, une autre civilisation. Il y a des petites anecdotes. Ils sont très surpris par la campagne française. Ils trouvent ça magnifique, extrêmement ordonné, mais nous aussi. Et ils appellent ça le jardin. Les jardins, la campagne, c'est le jardin. Non, surtout que c'est souvent des agriculteurs eux-mêmes, donc. Bien sûr, oui. Et alors il y a le contact avec les civils. On les acclame quand ils passent dans les trains, dans les rues des villes. Ils sont acclamés, on leur jette des fleurs. Les officiers français, quand ils se déplacent en train, ils veillent à ce que les civils français qui leur servent du café ne versent pas trop d'alcool dans le café. Oui. Et puis il y a les rapports avec la population. Alors d'abord, des rapports en général assez sympathiques, mais pas toujours. J'ai une ou deux petites anecdotes. Alors, en février 1915, il y a les tirailleurs marocains qui cantonnent dans un village. Ils sont pas tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au combat, donc ils cantonnent. Et alors là, il y a des relations qui commencent à se nouer entre les habitants du village et les tirailleurs. Alors, il y a un officier qui raconte et qui dit « Notre repos se prolonge à Villers-et-Long, c'est le nom du village. Tout à l'heure, nous allons être considérés comme citoyens de ce village. Tout s'y passa très bien, sans la moindre histoire avec nos Marocains.
Les habitants qui au début avaient une terreur salutaire de nos hommes, parce qu'ils ne les connaissaient pas, sont enchantés de leur présence. Les villageois, ou plutôt les indigènes, comme les appelle non sans humour le commandant Georges, se pressent même pour assister aux répétitions de la Nouba. Le brave Bordenave vient de réorganiser une Nouba dans sa compagnie. Les autres compagnies vont suivre dès qu'elles auront reçu les instruments nécessaires. En attendant, il y a foule à la répétition qui a lieu chaque soir dans la cour de la ferme où cantonne la compagnie. Les indigènes, c'est-à-dire les villageois, sont un peu sidérés, mais ils n'en trouvent pas moins les airs de la Nouba très jolis. Voilà. Il y a beaucoup de photos comme ça dans votre livre de scènes de fête. Oui, c'est vrai. Plus là encore sur la Deuxième Guerre mondiale que sur la première. Mais il y en a sur la première aussi, où ils s'amusent, ils se font des blagues entre eux. Là, c'est les spahis surtout, ils s'enlèvent le chapeau, autour d'un feu de bois. Par contre, il y a des choses un petit peu moins drôles, très humaines aussi, d'une certaine façon. Un autre petit témoignage, toujours du commandant Georges, là, qui dirige une compagnie de tirailleurs marocains qui va être tué d'ailleurs en 1915, parce que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que ces soldats, ils ne se battent pas sans leurs officiers. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée de chair à canon, parce que les soldats ne suivent pas si les officiers ne sont pas devant. C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, il y a le commandant Georges qui nous livre une petite anecdote, toujours au village, là, et il dit « Certains même en abusent en faisant payer des prix exorbitants les objets et denrées qu'ils leur vendent. » aux Marocains. C'est ainsi que le sucre, par exemple, qui se paie 0,90 francs le kilo, est acheté par nos Marocains à un prix de 2 francs. Une bougie se vend couramment de 0,60 à 0,75, une bouteille de mousseux de 6 à 10 francs, etc. On n'a pas de poulet à moins de 6 francs 57 francs. Nos braves gens, c'est-à-dire nos Marocains, qui ont de l'argent, se laissent faire sans rien dire. Il faut un hasard pour être au courant de ces choses-là. Je vais dès demain provoquer des ordres du colonel pour mettre fin à de pareils abus. Il y a vraiment des gens qui ne valent pas cher. Les mêmes personnes en présence des Allemands se feraient petites et leur donneraient leurs marchandises gratis, trop heureuses de s'en tirer à bon compte. Mais pour les Français, le Marocain, quelle bonne vache à lait, c'est vraiment honteux. Voilà, ça c'est un officier français du régiment de tirailleurs marocains. Qui défend le pouvoir d'achat de ses hommes. Voilà, qui défend le pouvoir d'achat de ses hommes. Il faut préciser pour les auditeurs que ces combattants marocains se transportent avec leur mode de vie. C'est-à-dire qu'on prépare des mchouis quand on a le temps. Les photos sont frappantes. Oui, on a l'impression qu'on n'est pas dans une discipline militaire européenne. Ouais, alors quand même plutôt pour la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que pour la Première Guerre mondiale, bien sûr, ils gardent un certain nombre de traditions, mais ça reste très difficile étant donné les combats de la Première Guerre mondiale. Il y a moins de respect de tradition. D'ailleurs, au début, on est totalement dépourvu. On n'a absolument pas pensé à cela. On a du mal à les enterrer. On va mettre des croix dessus. Donc les Marocains qui meurent pendant la bataille de la Marne, là, on les enterre. Soit il n'y a rien sur leur tombe et on va plus savoir qui c'est, soit on va mettre une croix et puis ensuite il y aura des instructions officielles qui seront données pour codifier l'enterrement des soldats musulmans. Alors il y a beaucoup de blessés et il y a beaucoup de problèmes pour leur accorder des permissions. Il y en a qui sont partis 3 ans. Du côté du Maroc, on n'a pas tellement envie de voir revenir des estropiés qui vont créer des problèmes pour enrôler, parce qu'on continue à enrôler. Bien sûr. On cache les pertes, tout simplement, on peut dire ça. Oui. Donc au début, le recrutement se fait assez facilement, enfin au début de la guerre, et puis très rapidement, il y a quand même des informations qui arrivent au Maroc sur les hécatombes du début de la guerre, et on se bouscule plus trop dans les bureaux de recrutement. Voilà, au début, il y a un certain attrait, l'aventure, la paye, le petit pécule qu'ils vont toucher pour s'engager. Voilà, mais ensuite, très rapidement, il y a beaucoup moins de volonté, d'autant plus qu'on peut gagner autant au Maroc, si ce n'est plus, sur les chantiers du protectorat, sans risque de se faire tuer. Donc effectivement, ils ont des permissions, mais pour aller en France, à l'arrière du front, au dépôt d'Arles, là où les soldats sont regroupés et entraînés lorsqu'ils arrivent en France, donc c'est là où ils vont en permission, mais pas question d'aller en permission au Maroc, parce que c'est trop loin, ça prendrait trop de temps, etc. Et quant aux blessés, évidemment,
Lyautey ne veut pas qu'ils reviennent. Les amputés demandent à rentrer au pays, mais Lyautey est très pointilleux là-dessus et il fait très attention à ce que Voilà, il dit, bon, vous pouvez en renvoyer quelques-uns, mais attention, vous me prévenez, vous me donnez leur nom, on va les accueillir à la descente du bateau pour que les choses soient bien organisées, bien cadrées. Voilà, pour ne pas effrayer les éventuels candidats et puis démoraliser les populations françaises, marocaines du pays. Alors il y a le moment le plus tragique de cette Première Guerre mondiale, c'est la bataille de Verdun. Des mois et des mois de face à face dans les tranchées, dans la boue, dans la pluie, et avec des corps à corps. Ouais. J'ai lu dans les rapports que vous rapportez dans votre livre que ces gens-là ont participé à ces combats. Oui, alors très peu en fait. Quelques centaines de soldats marocains qui vont participer à la première tentative de reprise du fort de Douaumont, donc en 1916, je crois que c'est au mois de mai 1916, mais qui est un échec, qui est extrêmement meurtrier aussi. Et par contre, ceux qui vont se couvrir de gloire, c'est le régiment d'infanterie coloniale du Maroc qui, lui, reprend plus tard, automne 1916, qui reprend le fort de Douaumont. Mais dans le régiment d'infanterie coloniale du Maroc, il n'y a pas de soldats marocains. C'est comme dans ce qu'on appelle la division marocaine, il n'y a pas de soldats marocains, c'est des troupes coloniales qui étaient au Maroc et qu'on appelle le RICM, le régiment d'infanterie coloniale du Maroc. D'accord, alors restons dans les combats français, on a parlé de la Marne. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme bataille ? Les Marocains ont participé de toute façon à toutes les grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Donc bataille de la Marne, les terribles combats en Champagne et en Artois de 1915. En général, on ne sait pas trop, mais 1915, c'est l'année la plus meurtrière de la guerre, avec de terribles offensives. Les Françaises, les Français n'ont pas perdu espoir de repousser les Allemands, donc ils lancent des masses humaines énormes dans ces combats, et les Marocains sont coincés dans ces combats. Voilà, donc c'est l'horreur de la guerre des tranchées, les bombardements, la terre bouleversée, les tranchées ou les trous remplis de cadavres, les blessures terribles, les tirs de mitrailleuses. Donc c'est la guerre de tranchées dans toute son horreur. Après, ils participent un petit peu, comme je l'ai dit, à la bataille de Verdun. Il y en a un certain nombre qui participent à la bataille de la Somme aussi en 1916. Et puis surtout, ils participent à la bataille du Chemin des Dames en avril 1917, où le 16 et le 17 avril, ce sont quasiment les seuls à percer et à atteindre leur objectif. Voilà, dans des combats absolument monstrueux, ils doivent escalader une espèce de talus, un talus, et donc il y a les Allemands qui sont en haut, il faut grimper sur ce talus, et en plus il y a des grottes qu'on appelle dans le coin les creutes, et les Allemands sont cachés dans les grottes, et quand les soldats, pas que les Marocains, quand les soldats passent, ils sortent et au lance-flammes, à la mitrailleuse, ils les abattent par derrière. Donc là, c'est des combats terribles. Et les Marocains, le 16 avril, atteignent leurs objectifs, c'est-à-dire qu'ils ont atteint le fameux chemin des Dames. Mais ils sont trop en pointe, à droite et à gauche, ça n'a pas suivi, donc ils vont devoir reculer. C'est cette bataille du chemin des Dames qui sera à l'origine des mutineries dans l'armée française. Voilà. Et puis en 1918, ils participent aussi à tous les combats qui vont conduire à la défaite de l'Allemagne et au retrait des troupes allemandes de la France. Voilà. Donc ils participent à toutes les batailles, parce qu'ils ont du mordant, ils ont de la lance, ce sont des troupes de choc. Voilà. Je le répète, c'est pas pour les envoyer à la boucherie, c'est pas, comme on a pu le dire, de la chair à canon, mais simplement, ce sont des troupes de choc, des troupes d'assaut de grande qualité, donc qui sont utilisées et surutilisées comme le reconnaît Lyautey lui-même. Il y a des Marocains qui se révoltent aussi. Alors là, j'ai pas eu beaucoup d'informations là-dessus, j'ai pas suffisamment creusé. Il y a une obéissance, il y a un esprit de corps, il y a des rapports étroits avec les officiers, mais parfois, il y a des soldats qui craquent. Voilà, il y a des soldats qui craquent parce qu'ils sont malheureux, ils sont loin du pays, il y a des dépressions, on en a des témoignages, même s'ils sont rares. Et puis il y a des soldats qui craquent et qui s'en prennent à des officiers, qui tuent des officiers ou qui tuent d'autres soldats. Voilà, et qui évidemment, dans les heures qui suivent ou dans les minutes qui suivent, sont exécutés à leur tour. Alors, j'ai appris également dans votre livre qu'il y avait des combats qui impliquaient des combattants marocains en Albanie. C'est bien ça. Oui, En Bulgarie. Voilà, oui, alors. Je ne suis pas au courant.
Oui, alors en janvier 1917, les spahis marocains quittent le théâtre d'opération européen, la France, donc où ils se battaient jusque-là, donc les cavaliers marocains, et ils embarquent pour la Grèce, pour un nouveau théâtre d'opération. Voilà. Et là, ils vont participer avec d'autres troupes à la remontée vers le nord. Le but étant d'attaquer l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'allié de l'Allemagne, par le sud. Voilà, et d'entraîner la chute de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Alors, il y a des combats d'abord en Grèce, quelques combats assez intéressants, parfois très bien décrits, des combats au sabre, à cheval, au sabre, des charges des cavaliers marocains. Et puis ensuite, c'est des combats très très durs dans les montagnes d'Albanie, entre le nord de la Grèce, qui est très montagneux, l'Albanie, et ce qui est aujourd'hui la République de Macédoine. Voilà. Donc là, dans ce coin-là, pendant plusieurs mois, jusqu'en 1918, même jusqu'en octobre 1918, les Marocains vont se battre là, en montagne, 2000 mètres d'altitude environ, il fait très très froid, il y a de la neige, des sentiers très étroits, des ravins abrupts, des cours d'eau furieux, voilà, et c'est là-dedans où ils vont se battre contre des Austro-Hongrois et des Allemands qui sont là, voilà, et des mercenaires albanais aussi qui sont là dans des combats très difficiles où ils vont montrer toute leur capacité et ils vont très très bien s'en sortir. Il y a des photos extraordinaires des spahis. Quand on les regarde, il y a quelque chose de spectaculaire dans le regard de ces hommes avec leurs chevaux. Je vais vous lire un petit, si vous permettez, je vous en prie. je vais vous lire un petit extrait si je le retrouve. C'est la prise de la redoute autrichienne. Qu'est-ce que c'est que la redoute autrichienne ? La redoute autrichienne, c'est une fortification en montagne entre les mains des Autrichiens. Alors, je vous lis un petit peu le rapport qui est fait dans le journal de marche du régiment de Spahis. Attaque à l'aube, des fils de fer entourent les retranchements des Autrichiens. Les mitrailleuses battent le terrain. Néanmoins, les hommes parviennent au réseau de barbelés. Des hommes sont envoyés pour couper les fils. Ils se coulent sous ceux-ci, progressent en rampant, se retournent sur le dos et cisaillent les barbelés. Lorsque quelques brèches sont faites, tous les hommes s'élancent en avant, au son des clairons qui sonnent la charge. Des combats au corps à corps s'engagent, les adversaires se défendent avec la plus grande énergie. Les officiers se font tuer sur place. 2 seulement, dont un Allemand, acceptent de se rendre. Les mitrailleurs, eux, se font tuer sur leurs pièces. Cet assaut victorieux coûte cher au régiment de Spahis, qui compte 5 tués et 37 blessés. Puisqu'on parle des spahis, j'étais surpris dans vos photos par la présence d'une certaine Fatma. Oui, alors Fatma ou Fatima, on trouve les deux noms. Qui est cette dame ? Comment en est-elle arrivée là ? C'est une histoire extraordinaire. Alors en 1914, quand les spahis marocains embarquent, sur le bateau qui les emmène en France, il y a le commandant des spahis, qui est le légendaire général Dupertuis, donc général Dupertuis, et il remarque sur le bateau qui les emmène vers la France un très jeune soldat, un enfant de troupe qui est là. Et ça lui paraît un petit peu bizarre, alors il s'approche et puis il se rend compte que c'est pas un garçon mais que c'est une jeune fille. Voilà. Et ça va être la fameuse Fatima. Alors, il se renseigne, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Et puis en fait, il y a un officier français qui est un lieutenant, qui a de très bons états de service, et c'est sa protégée. Alors c'est une orpheline, il semblerait qu'elle appartienne à la tribu des Aers, et elle a une petite étoile sur le front. Elle est photographiée, mais on ne voit pas l'étoile. Parce que, et donc, l'officier, évidemment, dit, je l'ai emmenée parce que je ne pouvais pas la laisser, elle aurait eu des ennuis, etc. Et puis, il n'a pas demandé, évidemment, l'autorisation de l'emmener parce qu'il savait très bien qu'on lui refuserait. Voilà, donc elle est montée sur le bateau, elle se retrouve là, Dupertuis ferme les yeux, il dit rien, voilà, il laisse passer, il la retrouve une première fois en tant qu'infirmière, elle soigne les blessés du régiment, et puis une deuxième fois, de façon beaucoup plus spectaculaire, elle est à cheval, elle a le pistolet à la ceinture, et elle participe à un combat. À un moment, ils sont, en 1915, ils sont dans les environs de Reims, et puis là, il y a un groupe de cavaliers allemands, ils sont en train ils sont à cheval, il y a un détachement, et puis
il y a un groupe de soldats, de cavaliers allemands qui sort d'un bois, et les spahis qui se jettent contre eux. Voilà, ils les attaquent. Les Allemands s'enfuient, il y a des cavaliers qui tombent, etc. Et puis il y a Fatima qui poursuit un Allemand à pied. L'Allemand lui fait camarade, camarade, etc. Ne me tire pas dessus, et elle le ramène comme prisonnier. Et elle devient, alors on la retrouve dans les journaux de l'époque, il y a plusieurs photos d'elle. Voilà, une Marocaine qui se bat comme un homme. Elle devient une espèce de vedette du régiment. Elle est reconnue comme la première spahi, femme. Voilà, elle est reconnue officiellement à la suite de ce fait d'armes là où elle fait prisonnier cet Allemand. Elle est reconnue officiellement comme une spahi. Ensuite, elle rentre au Maroc avec une partie des cavaliers qui sont ramenés, les spahis qui sont ramenés, et on perd sa trace. Il y a de quoi faire un film. Oui. On n'a pas parlé des Ottomans, les Turcs, qui sont alliés aux Allemands et aux Austro-Hongrois, et qui vont exercer une pression au Maroc, au nom de la religion principalement, pour retourner ces combattants vers leur camp, et le camp donc des musulmans. Oui, mais bon, effectivement, il y a les menées des Allemands au Maroc pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a des tentatives de retourner les soldats marocains en faveur de l'Allemagne. Alors, oui, au Maroc, il y a des menées allemandes. Lyautey s'en occupe sans souci, sans plaint et sans souci beaucoup. Il n'y aura pas de grands résultats apparemment. Par contre, la propagande pour retourner les soldats marocains, ça s'exerce surtout dans les camps de prisonniers en Allemagne. Donc là, ils subissent une propagande pour les entraîner à passer du côté allemand, voilà, du côté turc et des Allemands, à changer de camp. Mais ça aura assez peu de succès parce qu'à nouveau, le sultan s'engage clairement aux côtés de la France. De plus en plus, au fur et à mesure que le conflit progresse, il s'engage. Il se réengage et justement, c'est l'un des soutiens de Lyautey des Français. Parce que c'est le représentant de l'islam à l'ouest, c'est l'imam couronné, et donc il a une influence religieuse très importante. Qu'est-ce que ces gens ont laissé comme souvenir dans la mémoire collective ? Je sais qu'il y avait une statue, elle est photographiée, qui a été inaugurée en 1924 et détruite en 1961. Une statue avec 2 cavaliers, un Marocain, un Français. Statue à Casablanca. Est-ce qu'elle existe encore, cette statue ? Oui, alors elle existe encore. Mais elle a été déplacée, je crois, à l'indépendance. Elle a été déplacée. Alors, il y avait aussi la statue de Lyautey. Alors, la statue de Lyautey, elle a réintégré. Elle est rentrée dans les jardins du consulat, effectivement. Et il y a cette fameuse statue, un cavalier français et un cavalier marocain. Face à face. Face à face, mais bon, voilà. Et elle était sur la grande place là de Casa, la Fontaine, voilà. Et mais à l'indépendance, elle a été ramenée en France. Elle est à Senlis. Il y avait une souscription pour la financer. Elle a été inaugurée par Lyautey, mais elle déplaisait parce que le cheval marocain baissait la tête. Oui. Voilà, face au cheval français. Et c'était mal pris. Ce qui, à mon avis, je ne pense pas que c'était fait dans un mauvais esprit, je peux me tromper, mais je ne pense pas que c'était fait dans un mauvais esprit, c'était surtout assez réaliste, parce que c'est l'un des mouvements que font les chevaux quand ils baissent la tête et puis ils se mettent à... Voilà. Il est question à un moment de donner la nationalité française aux vétérans de cette Première Guerre mondiale, ce que Lyautey trouve est une très mauvaise idée. Voilà, une très mauvaise idée. Donc elle ne sera pas appliquée. Non, elle ne sera pas appliquée. Il y a cette idée pendant la guerre, de leur donner la nationalité française, et Lyautey, il s'y oppose totalement, disant, c'est des Marocains, c'est pas une colonie française, c'est un protectorat. Et il y a également la promesse du sultan de leur accorder des parcelles de terrain à leur retour, qu'ils ne verront pas non plus d'ailleurs. Qui verront très peu, oui, il y en aura très peu. C'était une bonne idée, donner des parcelles de terrain, leur confier des parcelles de terrain dont ils pourraient devenir propriétaires, au bout d'un temps, à des soldats très méritants qui se sont illustrés dans la guerre, mais il y aura très peu de suite à cela. Il y a beaucoup de soldats marocains après la guerre qui restent dans l'armée française, qui vont rester dans l'armée, dans les spahis ou dans les tirailleurs, qui vont continuer la guerre ailleurs, après 14-18, en Orient, en Syrie, au Liban.
et puis qu'on retrouvera aussi au début de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a qui rentrent, qui sont démobilisés avec un petit peu de sous, un petit pécule, et puis les autres continuent à servir dans l'armée française. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont fait 2 des guerres mondiales? Oui, bien sûr, oui. Oui, il y en a qui en ont fait 2, oui. Merci beaucoup Jean-Pierre Hira, c'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses et je donne rendez-vous à tout le monde pour un nouveau podcast Histoire la semaine prochaine. Salut les amis. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.